tous et bienvenue dans ce premier épisode de la revue sportive. Cette semaine, nous traiterons entre autres du triste match nul entre la Fiorentina et la Juve, la promenade du Barça contre Valence, la déconvenue des Français au Mondial de basket 2019 et enfin, nous terminerons par notre Français de la semaine. Allez, c'est parti. Commençons notre débrief des 5 matchs ayant animé les 5 grands championnats européens par l'attendu Fiorentina-Juventus. Malheureusement pour nous, la Fiorentina et la Juventus se quittent sur un triste 0-0 au terme d'un match où l'on a été peu servi en occasion franche. La Juventus, première et invaincue en ce début de saison, se déplaçait chez la Fiorentina, en quête, elle, de ses premiers points cette saison. Ce match était également le premier duel italien entre le français Franck Ribéry et le portugais Cristiano Ronaldo. Ce dernier s'est montré trop peu inspiré pendant ce match, à l'inverse de Franck Ribéry qui, malgré être sorti à la 70e minute, s'est montré disponible et dans tous les bons coups. Le gardien tourinois Szczęsny aurait pu donner plusieurs buts aux attaquants florentins avec ses relances très imprécises et hésitantes. La Juventus lâche ses premiers points cette saison et laisse également sa place de leader à l'Inter, vainqueur de l'Udinese samedi soir. Qu'est-ce que l'on peut alors retenir de ce match ? D'un côté, la Juventus s'est montrée trop imprécise en attaque avec la sortie de Douglas Costa sur blessure dès la 10e minute. Défensivement parlant, De Ligt ne rassure toujours pas. Il s'est montré étonnamment en retard sur les duels et peu serein sur ses interventions. Ce match nul n'est pas de bon augure avant le déplacement à Madrid mercredi prochain dans le cadre des phases de groupe de Ligue des Champions. De l'autre, la Fiorentina remporte ses premiers points de la saison et se rassure défensivement après avoir encaissé 6 buts en 2 matchs. Le jeune italien Castrovilli s'est montré très disponible et dangereux tout au long du match avec 3 tirs tentés. La rencontre de mercredi prochain contre l'Atlético promet d'être palpitant puisque ces derniers ont également perdu leurs premiers points ce week-end face à la Real Sociedad. Passons maintenant au second match que nous avons sélectionné pour cet épisode, à savoir Manchester United contre Leicester. Manchester s'est imposé samedi après-midi sur le score de 1-0 contre Leicester après 3 matchs sans victoire. Néanmoins, il ne faut pas s'attarder au score de ce match, puisque le résultat n'est pas représentatif du jeu qui nous a été proposé lors de cette rencontre. Puisque comme nous le montrent les stats du match, Leicester a totalement dominé la rencontre en termes de possession et d'utilisation du ballon, notamment dans l'entrejeu. Les absences de Paul Pogba, d'Anthony Martial et de Luke Shaw se sont ressenties dans l'agressivité sans ballon et lors des transitions rapides, où les milieux mancuniens n'ont guère montré de créativité pour servir à leurs attaquants pourtant idéalement lancés. Sans le pénalty inscrit par Rashford en tout début de rencontre, les mancuniens auraient très probablement concédé un 3e nul ou une 2e défaite. Qu'est-ce que l'on peut alors retenir de ce match ? Tout d'abord, Leicester chute pour la première fois de la saison, après un début de saison convaincant, ponctué de 2 victoires et de 2 nuls. On note également le bon match de la jeune recrue Maddison qui, selon les rumeurs, aurait déjà tapé dans l'œil de Manchester United en vue d'un futur mercato. De l'autre, les Mancuniens n'ont certes pas brillé offensivement et dans l'entrejeu, mais on ne peut pas leur enlever une certaine sérénité défensive qui leur a permis de garder ce score pendant presque 90 minutes. Cette victoire est également bon pour le moral en vue de leur prochain match d'Europa League se jouant jeudi. Mais c'est également une bonne victoire pour se relancer dans la course au top 4, puisque dans l'après-midi, Chelsea et Tottenham se sont également imposés. Enfin, pour finir sur cette rencontre, 5 des joueurs utilisés pour ce match sont des purs produits du centre de formation. Solskjaer n'hésite en effet pas à les utiliser malgré leur jeune âge pour redynamiser des matchs qui sont pour la plupart fermés. Personnellement, je pense que ces jeunes joueurs sont l'avenir de la Première Ligue à l'image de Mason Greenwood qui est déjà attendu comme le futur Ronaldo ou le futur Wayne Rooney ou encore comme Marcus Rashford déjà considéré comme titulaire indiscutable au sein de l'effectif mancunien. Autre match, le RB Leipzig accueille le Bayern de Munich pour le compte de la 4e journée de Bundesliga. Les deux équipes se quittent sur un match nul un partout, mais quel match! Lewandowski et le Bayern frappent d'entrée et sonnent le public et les joueurs de la Red Bull Arena avec une contre-attaque éclair avant de finir par un plat du pied dès la 3e minute. Un match plaisant à voir avec des actions de chaque côté, comme on peut le voir avec le nombre de frappes dans le match, 27 en l'occurrence. Le RBL, par l'intermédiaire de Emil Forsberg, égalise sur penalty à la 45e minute. La deuxième mi-temps, tout aussi plaisante, ne verra cependant pas de but, mais plutôt de bonnes prestations de gardiens. Donc ce qu'il faut retenir de ce match. À un score logique vu la prestation des deux équipes, beaucoup d'actions de chaque côté, un match plaisant à voir, une légère domination du Bayern Munich certes dans la possession et les passes,
mais pas réellement ressenti vu le jeu en contre caractéristique du RBL. Un match offensif certes, mais qui montre les fragilités défensives des deux équipes, à l'image de l'énorme erreur de placement de Konaté sur le but de Lewandowski. Un Lewandowski aussi en grande forme, avec ses 7 buts en 4 matchs, et d'ailleurs cela fait vraiment plaisir de le voir à ce niveau-là. Et à noter aussi que le RBL reste leader pour le moment, les performances de Leipzig d'ailleurs seront à surveiller, car les joueurs continuent leur calendrier complexe, avec les matchs de LDC qui vont démarrer pour cette équipe, mais aussi des confrontations très compliquées à suivre contre le Werder Bremen, Schalke, Leverkusen, mais aussi Wolfsburg en championnat. Ensuite, pour le championnat espagnol, donc le Barça renoue avec la victoire, une victoire pleine de satisfaction et de confiance pour relancer cette équipe. On a senti que ce match était rapidement plié, avec des buts à la 2e et à la 7e minute, avec comme buteur respectif Ansu Fati, la sensation de ce début de saison, puis Frenkie de Jong pour son premier but avec le Barça. Le score se porte donc à 2-0 assez rapidement, et on sent que les Valencians n'y sont pas. Malgré cela, Gamero réduit le score contre le cours du jeu à la 27e. Au retour des vestiaires, Piqué alourdira la marque avec un but de renard des surfaces. À la 60e, le jeune Ansu Fati laisse sa place à Luis Suarez, qui effectue son retour de blessure. La minute plus tard, il gratifie son retour par une superbe frappe, qui tape le poteau avant de rentrer et de porter le score à 4-1. A noter que Suarez inscrira un doublé un peu plus tard pour coller une manita à Valence, avant que Maxi Gomez ne réduise le score à 5-2, fin du match. Ce qu'il faut retenir de ce match. Donc une victoire pleine de domination et de fierté pour le Barça, après des débuts compliqués. Il se replace à la 5e place de la Liga, à 3 petits points du leader, Séville. Une bonne victoire malgré que les joueurs valencians n'y étaient pas, avec de gros problèmes internes au club et le remerciement de leur ex-entraîneur Marcelinho quelques jours avant le match. Valence est 13e du classement, et c'est inquiétant. Une masterclass d'Ansu Fati avec un but et une passe décisive. C'est lui la véritable sensation du championnat espagnol. À seulement 16 ans, la pépite espagnole de la Masia éclabousse tout le monde par son talent. On a aussi retenu que Suarez était de retour avec un doublé dans ce match, et il ne nous manque plus que Messi, et le Barça se relancera pleinement dans la course au championnat. Passons maintenant au dernier match que nous avons sélectionné pour cette semaine, à savoir Monaco qui affrontait l'Olympique de Marseille. Après un match prolifique et fermé jusqu'à la dernière minute, l'OM remporte ce choc sur le score de 4-3. Les Monégasques ont rapidement pris l'avantage par l'intermédiaire de Ben Yedder, alors que ces derniers étaient sous la pression marseillaise. Les deux équipes se quitteront sur un score de 2-2 à la pause, avec un but de l'inévitable Benedetto et le premier but de la saison de Valère Germain. Les Olympiens vont par la suite en seconde période prendre l'avantage rapidement, avec des buts de Dimitri Payet et un doublé pour Benedetto. Les Monégasques reviendront à la 75e minute et auraient même pu égaliser dans ce match. Au terme de ce match excitant jusqu'au bout, les Marseillais enchaînent une 3e victoire de suite alors que les Monégasques peinent à décoller de la zone rouge. Qu'est-ce qu'on peut alors retenir de ce match ? Les Marseillais, d'un côté, confirment et enchaînent après un début de saison compliqué. Ils montent sur la 4e marche du podium, à 2 points du PSG. La sensation Benedetto continue d'empiler les buts. On attend néanmoins de voir la recrue sur la durée, mais pour le moment, ça semble être un très bon coup des Olympiens. De l'autre côté, Monaco, offensivement parlant, est bien, voire très bon, avec des Ben Yedder et Slimani actifs offensivement, mais mentalement et défensivement parlant, c'est toujours aussi catastrophique. En effet, sur les 2 derniers matchs, ils ont ouvert et mené au score une bonne partie du match avant de s'écrouler en fin de match et lâchant un bon nombre de points importants pour se relancer numériquement et mentalement parlant. À mon avis, ce sera encore une équipe à suivre toute la saison. Avec 7 buts inscrits, c'est la rencontre la plus prolifique du week-end dans les 5 championnats, est aussi révélateur des faiblesses défensives des deux équipes, qui, comme on le sait, pourra les porter préjudice dans la course au podium. Passons maintenant à la rubrique multisport. La Coupe du Monde de basket s'est donc soldée aujourd'hui avec une victoire des Espagnols contre les Argentins dans le match du titre suprême, grâce à un superbe Ricky Rubio qui porte l'Espagne en finale et qui termine donc MVP de la compétition. Une finale à l'image de cette Coupe du Monde, très étrange. Une équipe des USA qui ne semblait pas la meilleure sur le papier, un format très complexe avec des phases de poule, puis une deuxième qui se recoupe avec la première avant d'attaquer la phase finale, donc très compliqué à comprendre, mais aussi des couacs à l'arrivée, comme la non-présence de l'Australien Patty Mills dans le 5 majeur de la Coupe du Monde, alors qu'il était sans doute le MVP de la compétition. À part cela, on notera quand même la superbe performance des Espagnols dans la Coupe du Monde, mais aussi les quelques vibrations obtenues grâce aux Français dans peut-être l'un des plus beaux moments de l'histoire du basket, avant de s'écrouler complètement sous la pression des Argentins et de leur public en demi-finale. Les Bleus réussiront quand même à arracher une belle médaille de bronze au nez à la barbe des Australiens,
Cette demi-finale nous est clairement restée en travers de la gorge, mais bon, merci quand même les Bleus. Toujours dans la rubrique multisport, parlons rapidement de la Coupe du Monde de rugby. Cette dernière se déroulera au Japon du 20 septembre au 2 novembre prochain avec une finale le 2 novembre au stade de Yokohama. Actuel 8e au classement des équipes nationales, la France est dans le groupe C, avec l'Argentine 11e, l'Angleterre 3e, les États-Unis 13e et le Tonga 15e. Elle débutera son premier match contre l'Argentine le 21 septembre à 9h15 heure française, car dit Japon, dit décalage horaire. Les gros adversaires de cette poule sont donc l'Angleterre et l'Argentine. L'Angleterre devrait normalement sortir première du groupe. Il faudra donc se battre pour la deuxième place du groupe. Un point sur les dernières Coupes du Monde françaises. En 2015, la France avait été éliminée en quart de finale par la Nouvelle-Zélande sur le score lamentable de 72-13, qui est d'ailleurs le plus gros score dans une phase éliminatoire d'une Coupe du Monde. En 2011, la France a réussi à accéder jusqu'à la finale, où elle a également perdu contre la Nouvelle-Zélande. La France est donc ici pour effacer la défaite subie lors de la dernière Coupe du Monde. Si elle finit deuxième de sa poule, elle affrontera potentiellement l'Australie en quart, donc une Coupe du Monde qui sera difficile, où il faudra produire du bon jeu et saisir les opportunités pour marquer des points et peut-être finir premier au goal average. Un point rapide sur l'équipe des 31 joueurs sélectionnés. La sélection comporte 6 piliers à plus de 40 sélections, dont Guillaume Guirado et Louis Picamol à respectivement 70 et 79 sélections. Ces 6 piliers sont donc là pour cadrer une équipe majoritairement jeune, avec plus d'un tiers de joueurs en dessous de 15 sélections. L'équipe de France devra donc se battre pour sortir des poules et saisir toutes les occasions de marquer des points et finir cette Coupe du Monde sans regret, malgré les derniers résultats peu satisfaisants en match de préparation. Nous reviendrons néanmoins sur le parcours des Bleus à la fin de cette Coupe du Monde pour vous en donner nos impressions. Notre français de la semaine pour nous, c'est Evan Fournier. Le joueur d'Orlando a sans doute été le meilleur joueur français lors de cette Coupe du Monde de basket avec Nando De Colo. Des gros shoots dans les fins de match, mais aussi une maîtrise couplée à une rage démentielle lors de son match face aux USA. Il a su se montrer présent dans les moments les plus importants, et si une partie du peuple bleu y a cru, c'est en grande partie grâce à lui. On a donc peu compris sa faible utilisation lors de la demi-finale. Fatigue, problème physique, nul ne sait. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il aurait sûrement reçu le trophée de MVP si les Bleus avaient été au bout. Il conclut donc sa Coupe du Monde avec une moyenne de 19,8 points par match et des pourcentages très honorables de 42% au tir et 41% à 3 points, ce qui est très positif. Il mérite pleinement sa médaille de bronze, tout comme ses coéquipiers.